Eh bien, merci. Voilà, bonjour à Kinshasa, bonjour à Brazzaville, bonjour partout où vous nous suivez sur le canal de Congo Français Télévision. Bonjour vraiment à tous mes fans, mes téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler sur une thématique là, vraiment c'est très lent, étude de capacité et de vulnérabilité préventive sur la gestion des risques et des catastrophes dans le bassin vallée et des rifts. Je crois que je bien parlé. Ici, nous allons d'abord à la présentation et puis on va parler aussi le bilan des incendies dans la ville de Bukavu depuis janvier 2024 jusqu'à ce jour. Nous allons parler aussi des préventives de risques, la problématique, la solution envisageable pour pallier au problème et enfin la suggestion. Je ne suis pas seul dans tout ça, un expert lui-même va se présenter qui il est. Son nom, il vient d'où, il fait quoi dans la vie. Bonjour. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Je me porte bien. Le nom de notre invité de ce matin, lui-même, il va parler de son nom. Je me nomme au nom de Oganze Monique Lick, chercheur de mon état et coordinateur d'un centre de gestion des opérations et d'analyse des informations humanitaires. Je suis chercheur au centre de recherche de formation doctorale en sciences technologiques et des géosciences à Yaoundé, premier au Cameroun. Et je fais la faculté des sciences appliquées et technologiques, mais aussi je suis de la filière génie rural, des spécialités industrie agroalimentaire et environnement. Merci beaucoup. C'est long, hein? C'est vraiment long. Je crois que vous avez noté, hein, parce que c'est long vraiment sa présentation. Avant de commencer, avant de vraiment d'arriver dans le vif de notre thématique de ce matin, nous allons d'abord présenter aux téléspectateurs de savoir, parce qu'il y a d'autres quand d'autres entendent d'entendre quoi? Une catastrophe. Le catastrophe là, c'est quoi? Ah oui, je suis très ravi de la question. Une catastrophe, il y a plusieurs personnes qui ont défini la catastrophe parce qu'en science, on nous interdit la malhonnêteté scientifique. Il y a le dictionnaire selon le Robert. Une catastrophe signifie tout bouleversement. Tout bouleversement. Quand je parle de tout bouleversement, c'est-à-dire l'homme a investi, le pays a investi, en un clin d'œil, tout tombe caduc. Tout bouleversement. Et selon l'OMS, c'est une situation qui menace de manière inattendue, grave et immédiate. Selon maintenant le comité de l'OTAN, une catastrophe est un acte de nature ou d'acte humain. Donc, le catastrophe peut être classé en deux. Il y a une catastrophe naturelle comme le volcan, les séismes, les inondations, les érosions, la sécheresse. Mais aussi, il y a une catastrophe d'acte humain qu'on appelle anthropique, qui est par exemple la guerre que nous vivons en République démocratique du Congo. Et l'homme se permet aussi de détruire son environnement. C'est aussi une catastrophe. Et dans chaque catastrophe a ce qu'on appelle sa vulnérabilité qu'on appelle aussi aléa. Voilà un peu ce que l'on peut définir ce qu'on peut retenir d'une catastrophe. Et selon maintenant le médecin, qu'est-ce que le médecin aussi nous dit? Les médecins nous disent qu'une catastrophe, c'est une menace de victimes. C'est-à-dire, on doit avoir le blessé, le mort, les tués. Et un dégât matériel, c'est-à-dire une maison que vous aviez bien construite a été démolie par le séisme ou a été calcinée par le feu. Et aussi, il y a ce que l'on appelle les agressions
et le système de sauvetage que nous voulons maintenant développer dans ce sens. Okay. Voilà. Maintenant, quels sont les moyens de prévention des catastrophes naturelles? Alors, la RDC, et j'ai visité quelques institutions, entre autres les centres de recherche en sciences naturelles de l'URO, l'OVG et aussi l'INERA Mulungu. Ils sont des centres de recherche. Pour prévenir une catastrophe, il faut d'abord être informé sur la catastrophe. Comme maintenant nous venons sur le plateau, informé sur la catastrophe. C'est dans le sens préventif. On ne sait pas interdire une catastrophe. Une catastrophe survient d'une manière inattendue. Alors nous devons apprendre aux gens à vivre avec la catastrophe et à comprendre la catastrophe et savoir que ça existe. Et maintenant, la bonne façon maintenant de prévenir, nous savons que la catastrophe existe, nous devons maintenant étudier le mécanisme de résilience et le mécanisme d'apporter d'aide au moment opportun, après séisme ou après catastrophe ou pendant le catastrophe. Et là, la République démocratique du Congo se base seulement sur le fait de la catastrophe pendant qu'il y a activité de la catastrophe, mais après la catastrophe, la République croise les bras. C'est vous voyez un peu ça. C'est ça maintenant le grand problème que nous venons défendre et que nous venons solliciter au gouvernement, de vouloir prendre des mécanismes dans le cas de la résilience après catastrophe. Qu'est-ce qui s'ensuit? Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, quels sont les facteurs des risques et de la vulnérabilité? Nous avions défini selon le médecin. Selon le médecin, on a dit qu'une catastrophe, c'est une masse de victimes. C'est-à-dire, il y a des morts, il y a des destructions de maisons, de villages, des villes, des forêts sont aussi victimes. Et à forte raison, la santé, là c'est plus grave. C'est plus grave. Maintenant, comment analyser la vulnérabilité aux inondations? Comment analyser la vulnérabilité aux inondations? Une inondation, vous voyez que il y a eu changement climatique, surtout en République démocratique du Congo où la précipitation est régulière. Donc il y a de fortes pluies. Oui. Et Dieu nous a aidés avec des ressources hydrologiques. Et parmi ces ressources hydrologiques, c'est potentiel en dépôt hydraulique. Et quand il pleut, nous avons aussi le gaz méthane dans le lac, parce que les rivières nourrissent les lacs, vice versa. Et les pluies qui tombent s'infiltrent encore dans l'eau que nous pouvons encore consommer à partir de la nappe aquifère. Et maintenant, les inondations, quand elles viennent sous forme d'une provocation. Parce que la population jette des immondices n'importe comment. Même sur l'allée de l'eau, si vous bloquez un chemin pour l'eau lui-même pourra créer sa voie à suivre. Et quand elle crée sa voie à suivre, elle va détruire tout ce qu'elle pourra rencontrer. Il y a nos amis à l'Est qui font le mine, qui exploitent le minerai et consorts. Ils ne font que creuser artisanalement et désorienter les rivières. Oubliant que nous sommes dans une zone des montagnes et nous sommes aussi dans une région sismique où il y a beaucoup de tremblements, d'où les montagnes sont pleines de cassires. Et ces cassires, qu'est-ce qu'ils amènent comme conséquence? Quand la pluie pleut et quand l'eau vient en grande quantité, ces eaux viennent en masse et affectent les cassires dans les montagnes
Et comme vulnérabilité vont faire écrouler la montagne, c'était le cas dans les Calais. Dans les Calais, le Calais, c'est un territoire dans la province d'ici de Kivu. Il y a eu écroulement des montagnes. À Uvira, même chose. Parce que le séisme a affecté même les chaînes de Mitumba dans les Tanganyika. Vous voyez. Et par conséquent, il y a déplacement des montagnes. Or, nous savons depuis jadis qu'une montagne ne peut jamais se déplacer. Mais ça s'écroule parce qu'il y a beaucoup de failles dans sa tectonique. Et en fait de compte, madame la journaliste, l'érosion dans son bilan apporte l'eau, les roches et les quoi, tout ça, et viennent enterrer les gens dans la vallée. Parce que la plupart des gens construisent que dans le vallée, dans les abords des routes nationales. Et en fait, la catastrophe n'avertit pas comme je venais de vous le présenter. Merci beaucoup. Voilà, là c'était quoi? Ça, c'était une érosion. Ouais. L'érosion qui a démoli cet investissement. Vous voyez comment le propriétaire a bien embelli la maison. Et en fait, c'est plein de l'érosion. Et en fait, comme conséquence, le ménage doit se déplacer et l'eau a détruit tout. Il n'y a rien à sauver dans cette maison. Maintenant, la vulnérabilité, c'est le fait d'avoir sauvé sa vie ou d'avoir perdu sa vie dans cette maison sans plus rien amener. Okay. Voilà. Comment connaître et évaluer le risque des catastrophes naturelles? Pour évaluer les risques de catastrophes naturelles, par exemple, les séismes. Les séismes se fait accompagner par le cassure, les fissures. Vous avez investi, vous avez construit votre maison. À un moment donné, la maison s'est écroulée. Oui. Et à part ça, nous avons le volcan. Le volcan, lui, vient tout détruire. Et la route, et le village, et la ville. Quand le lave monte au-dessus de le magma monte au-dessus de la surface, devient de lave. Et ces laves qui jaillissent vers la surface. Là, c'est le volcan. Oui, ça c'est le volcan Nyiragongo. Nyiragongo, c'est un volcan turbulent de l'Afrique de l'Est. Et Nyiragongo, son ouverture est de 1,2 km. Nyiragongo est de 3470 mètres d'altitude. C'est une montagne, c'est une colline. Cette montagne est située au nord Kivu, plus précisément à Goma, à 10 km de la frontière ougandaise, à 10 km de la frontière rwandaise et à 22 km de la ville de Goma. Et vous allez voir avec moi qu'à tout le temps l'aéroport est les cibles. Parce que s'il y a toujours les volcans, toutes les zones là sont ciblées. Le premier volcan qui a eu naissance le 21 juin, je pense, si j'ai bonne mémoire, jusqu'en octobre 1982. Et le volcan qui a eu lieu le 23 juin jusqu'en 1994 et jusqu'en mai 1996, ce volcan a atteint, les laves ont atteint 40 km. Quand vous analysez le volcan qui passait le 17 janvier 2002, ce volcan a atteint 245 mètres. Et le volcan qui a eu en 2021, c'était le 22 jusqu'au 25 à Goma, a atteint 22 km. C'est-à-dire que
la population est victime. La population est vulnérable. Et là, ça ne choisit pas. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois politicien ou militaire, le volcan va te frapper. Vous voyez. Donc la catastrophe n'avertit pas. Et la catastrophe ne trie pas. Parce que c'est une catastrophe naturelle. Par là, maintenant, du bilan, c'est par rapport au matériel endommagé. Et par rapport au système aussi d'évacuation de personnes. Et quand vous évacuez les personnes, Montréal me fait voir les photos là des volcans là. Oui. Quand vous analysez un peu le bilan, vous allez trouver que la population se déplace en vrac. Il n'y a aucun mécanisme d'orientation. Et quand la population s'oriente, elle s'oriente très mal parce que des fois, il y a des pertes de vie. Les enfants partent des côtés. Le maman part des côtés. Comment faire évacuer l'homme et son matériel? Tout ça, c'est un dégât. Et après, ils vont se réfugier où? Est-ce que le lieu de refuge sera capable de prendre en charge cette population? Tout ça sont des catastrophes que réellement le gouvernement doit mettre en place une étude d'urgence sur la prise en charge de sinistres pendant et après les séismes. Ce n'est pas que pendant le séisme pendant la catastrophe qu'il faudrait prendre des mesures de contingence d'urgence. Mais dès maintenant, nous devons savoir que la catastrophe existe et que nous devons apporter solutions. Il y a aussi les incendies dans la ville de Bukavu. Nous allons parler aussi, il faut parler le bilan d'abord, le bilan des incendies dans la ville de Bukavu depuis janvier 2024 et jusqu'à ce mois ici, parce que nous sommes le mois d'août 2024. Oui. Par rapport au bilan des incendies, vous allez trouver que par rapport au bilan des incendies, vous allez trouver que à partir du 17 juillet 2021, le marché de Nyawera a été incendié. Quand on parle du marché, vous imaginez, le marché contient combien de gens? Et nous remercions l'honorable Vital Kamerhe qui a essayé un peu de mobiliser les fonds de gauche à droite pour voir comment réhabiliter encore ces marchés. Et à partir du 12-2002, il y a eu un incendie d'une station de carburant. Et à l'intérieur, il y avait 35 000 $. C'est perdu. Le 27 janvier 2002, il y a eu un incendie et 60 maisons brûlées. Là, c'est vers Machevale. Donc, c'est après Nyawera, vous descendez. Et le 4 juin 2024, il y a eu un incendie criminel dans la ville de Bukavu. Les hommes en armes sont venus traquer les cambistes autour dans les centres-villes et ils ont lancé des bombes au milieu de gens et il y a eu incendie. Le 9 juin 2024, il y a eu un incendie dans le quartier Nyamugo où 30 maisons et des dégâts matériels. Parce que les maisons avec l'urbanisme au Congo, vous-même vous connaissez, les gens ne respectent pas le principe. Donc quand c'est une maison, ça veut dire que c'est tout un quartier qui est victime. Et quand à partir du 10 mai 2003, il y a eu un incendie de 939 maisons. À partir du 10 juin 2024, en CAF, il y a 75 maisons. Tout ça. Qu'est-ce que nous, on a constaté? On a constaté qu'il y a absence d'un service qu'on appelle service pompier. Un service pompier, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas. La mairie, il y a un véhicule pour éteindre
les maisons, pour une fois calcinées, mais avec les infrastructures, avec l'urbanisme. Est-ce que le véhicule va monter dans des parcelles, le temps que de rassembler le carburant et autres, tout ça, ce sont des histoires. Donc, dans une année, on a eu à perdre beaucoup de matériel, beaucoup des investissements, et la population est rentrée encore par terre. Donc, il y a eu bouleversement. Et ce ménage, quelqu'un qui était propriétaire d'une parcelle et d'une maison, n'a plus de maison, c'est maintenant un locataire. Comment scolariser l'enfant? Comment nourrir ses enfants? Les traumas et autres. Nous avons proposé que le gouvernement, ensemble avec notre organisation, pouvons mobiliser. Le gouvernement a la capacité. Je ne demande pas l'aide aux humanitaires, je dis au gouvernement de nous aider à faire mécaniser un nombre suffisant de jeunes capables de servir dans le service pompier. C'est-à-dire, ils sont installés dans les allées, ils sont installés autour du parc pour protéger le parc national de Kahuzi-Biega, qui est aujourd'hui un patrimoine mondial, pour lutter contre l'effet des forêts. Dans des services, ces services doivent être installés à Goma, autour des victimes et autres, tout ça. L'orientation des victimes, de former ces jeunes à condition que le gouvernement engage ces jeunes afin de prendre une résilience en des situations quand il y a catastrophe, automatiquement ils savent intervenir. Madame la journaliste, je pense qu'il y a un service de sonnance. Ce service de sonnance, la population peut être à même de payer la taxe sur l'assurance de leur vie. Si vous avez perdu une maison de 100 000 $, pourquoi ne pas payer une garantie de l'assurance pour protéger ta parcelle, protéger tout ça et consort. D'où nous voudrions juste prendre contact avec la présidence pour juste étudier la faisabilité, ou même avec l'Assemblée nationale, étudier la faisabilité et voir par quelles mesures on pourrait sauver cette situation d'incendie. Est-ce que vous avez déjà fait un pas pour aller voir nos autorités ici? Vous avez parlé de l'honorable Vital Kamerhe. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait un pas parce qu'il est aujourd'hui à la tête de l'Assemblée nationale? Maintenant, je me prépare à demander l'audience et je sais que tous sont en train de nous suivre maintenant à distance, parce que nous sommes en train de proposer des pistes, des solutions que nous sommes capables de défendre partout où nous pouvons être invités. Je n'ai pas encore pris contact avec aucune des autorités. Je vous ai dit que je suis chercheur. Nous étions encore dans la collecte des données. Nous sommes étudiants. Et maintenant, nous sommes en train de créer des organisations capables de matérialiser notre science. C'est maintenant que nous souhaiterions prendre contact avec le président de l'Assemblée nationale pour défendre cette cause et voir comment sauvegarder la population en difficulté. Est-ce qu'il y a des fois, est-ce que vous avez déjà fait des ateliers ici à Kinshasa pour appeler les autorités et les étudiants aussi, pourquoi pas, pour suivre comment vous allez les expliquer pour les incendies, les catastrophes naturelles? C'est un défi, madame la journaliste. Nous avons la volonté. La recherche n'est pas appuyée en République démocratique du Congo. Nous nous débrouillons seuls. Et arriver ici à la station, je suis venu seul. Vous voyez, le moyen c'est individuel. Donc la recherche en République démocratique du Congo, c'est un défi. Et un chercheur, je sais, en 2002, quand j'étais encore au centre de recherche de l'UO, avec le prof Wafula, on a tout fait, on a écrit sur le problème géodésique dans la ville de Bukavu, la prédiction sur les volcans au Nord Kivu de 2002, on a crié, on manquait même du carburant pour atteindre les cibles. Mais quand il y a eu éruption, on voit la MONUSCO venir maintenant nous récupérer à base d'un hélicoptère. La logistique a été disposée. Et c'est pourquoi aujourd'hui,
je me disponibilise à travers la chaîne, ils sont déplacés des guerres, à travers la chaîne, prendre contact avec les autorités de la place. Et nos autorités, ils nous aiment bien, elles nous aiment bien, et je pense qu'elles vont bien comprendre l'essence de cette information dans la volée exposée du projet, parce que à part ça, il y a l'aspect maintenant de proposition sur l'avancée. Oui, nous allons d'abord parler, moi je voudrais d'abord qu'on puisse parler, maintenant après tout ça, comment la scolarisation des enfants, c'est fait comment? C'est une très belle question. Nous intervenons dans des zones dites opérationnelles. Une zone opérationnelle veut dire la zone où les combats se sont passés, où les combats continuent à se passer, où le combat se passe. Et le Sud Kivu est en proie de plusieurs hostilités, ici des guerres, et les villages que nous avions visités, nous avions eu à identifier 266 groupes armés actifs. Donc dans le bassin du Rift, donc du Tanganyika, la Kivu, jusqu'au Grand Nord, il y a 266 groupes armés actifs. Alimentés par qui? Je ne sais pas. Nourris par qui? Je ne sais pas. Mais moi, je m'attaque seulement aux conséquences. Nous aimons bien le projet de son Excellence Monsieur le Président de la République sur la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Cette gratuité, c'est une gratuité qui a été plus humanitaire que toutes les aides existantes. Donc, il s'est fait venir, ça n'a rien fait. Il n'y a rien d'impact. Il s'est revenu, mais tout ça, ça n'a eu rien d'impact. Mais l'impact, c'est ce qu'a fait le président de la République qui a prononcé la gratuité. Nous avions aussi remercié le ministre honoraire Tony Mwaba qui a matérialisé le projet du président de la République. Mais maintenant, chose grave que nous avions rencontré dans notre parcours, on a rencontré que les enfants peuvent étudier, mais ces enfants sont toujours en mouvement de déplacement. Ce mouvement là-bas de déplacement, ils doivent s'adapter. Donc, dans une année, l'enfant peut se déplacer 3 à 4 fois à la recherche comment aller étudier, tout ça. Maintenant, quelle est la vulnérabilité observée? Le parent qui est en fuite de la guerre et dans l'incapacité économique. Comment prendre en charge son enfant et comment nourrir l'enfant par rapport au code de la famille dans le chapitre sur la protection de l'enfance. Comment venir en aide aux enfants? L'enfant a un problème psychologique, un problème de nutrition, la sous-alimentation chez les enfants. Et toujours il y a des projets sur la sécurité alimentaire qui n'ont même pas d'impact. Les organisations qui interviennent dans ces parties, ils sont dans le luxe que dans les actions humanitaires. Quelqu'un qui vient t'aider, il vient avec un véhicule cher, loge un bureau cher, son personnel qui est payé cher, et qui va loger dans des hôtels chers, et le bénéficiaire aura quoi? Vraiment. C'est par exemple au Nord Kivu, si l'humanitaire, le camp des réfugiés, vous allez trouver dans le camp des réfugiés au Nord Kivu par exemple, les amis qui font la gestion de l'environnement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, ou de la santé, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire. Est-ce que ça répond aux conditions écologiques? Maintenant, vous savez que la maternité chez nous, c'est un don. Un ménage à 8 enfants, 10, 20, 15, ça dépend. À sa charge. Maintenant, il est en déplacement. Comment scolariser ces enfants? Moi, je trouve que l'objectif de notre prévention
L'état des questions de notre prévention se résume sur la prise en charge alimentaire des enfants en milieu scolaire, un programme d'alimentation. À l'heure où je vous parle, Madame la journaliste, nous avons formé déjà 24 médecins qui s'occupent de ces enfants dans la partie Est, dans les Maniema, dans les Nord Kivu, dans les Sud Kivu. Nous avons formé des enseignants et le projet d'arrêté est maintenant sur la table de son Excellence Madame la ministre de l'EPST, où nous demandons l'arrêté et aussi la mécanisation de ces enseignants qui interviennent dans des zones à conflit armé ou dans des zones où il y a un taux élevé de victimité. Ces enseignants sont des bénévoles. Ils se donnent. Je ne sais pas si on pouvait avoir l'image sur ces enfants parce que nous avons dit que l'État, nous nous basons sur l'État de Dieu se base sur les enfants. Donc, nous sommes en train... Les images des enfants. Oui. Nous sommes en train de former les équipes de pilotage, les comités de parents à travers ce que l'on appelle cantine scolaire. À partir de ce qu'on appelle cantine scolaire. Et nous avons proposé un cahier de charges d'établissement des programmes d'alimentation scolaire durable à partir des cantines scolaires avec production locale dans 10 000 écoles. Donc, nous prenons en charge 10 000 écoles et chaque école a 500 enfants qu'elle prenne en charge. Et nous avons calculé que chaque enfant peut consommer 5 000 francs par jour. Dans les 5 000 francs, il peut être soigné parce qu'il y a le médecin qui sera disponible dans des cliniques mobiles et aussi alimenter ses enfants. Ces enfants doivent manger à l'école. Donc, ces enfants doivent avoir 2 à 3 repas par jour. Ça sera possible ici. Le plus grand défi est que nous tous Congolais, l'amour nous avons laissé aux Occidentaux. C'est ça. Ce que UNICEF apporte, ce que INASER apporte, ce sont des cotisations, des contributions locales. Et c'est par là que nous avons dit, madame, nous avons souhaité que tout Congolais décent nous appuie. Ta contribution, peu soit-il. On a beaucoup de gens ici qui sont des moyens. Qui ont des moyens. L'enfant n'est pas seulement ton enfant biologique. Aujourd'hui, si le défunt Tshisekedi disait que non, je ne pourrais pas éduquer mon enfant à aider la nation, aujourd'hui, on n'aurait pas un président. Aujourd'hui, nous avons un président parce qu'il a eu l'éducation de base, il a eu à être à l'école, il a eu tout ça, et aujourd'hui, il a le souci de sauver. Et quand il a le souci de sauver, c'est-à-dire que nous, en conséquence, ces enfants sont là l'avenir du Congo de demain. Sont là les enfants qui vont construire les industries. Sont là les enfants qui vont défendre l'avenir. Vous voyez la paille là-bas. Pourquoi pas le président de la République? Tout ça. Vous voyez la maison dans laquelle se trouvent ces enfants. C'est là qu'ils étudient. Et nous les encadrons là-bas. Donc il y a un tableau et qu'on sort. Trouver le bas, le pupitre, c'est un problème. Pourquoi? Toujours la population est en mouvement. De quoi? De la catastrophe. Maintenant, la forte militarisation dans ces zones, ces groupes armés et autres, pèsent sur la population. Parce que c'est la population qui nourrit encore ce milieu. Donc, vous allez nourrir ton enfant ou vous allez nourrir les groupes armés. Vous voyez un peu les problèmes qui tombent dans ces zones. Et c'est par là que nous sommes en train de demander une audience au niveau de la présidence, une audience au niveau de l'Assemblée nationale, plaidons sur ces faits de catastrophe après catastrophe. Ces effets de catastrophe pendant ces catastrophes. Parce que ces enfants ont besoin d'être accompagnés. Si une école gérait une cantine scolaire,
Si une école gérait une cantine scolaire, ça signifie que le comité de parents est constitué de parents de ces élèves là-bas. Ils mangeront à l'école et leurs parents vont préparer pour eux. Nous allons créer de l'emploi à leurs parents parce que chaque parent pourra se donner la peine d'aller chercher à manger pour leurs enfants. Et quand nous donnons de l'argent, elles en font dans un circuit économique. Oui. Elles en font dans un circuit économique. Et là, vous allez trouver que nous avons donné de l'emploi aux enfants, aux parents des enfants. Et les parents de l'enfant, quand l'enfant n'a pas mangé, ou quand l'enfant a mangé, les parents sont dans les soucis. Mais si moi je n'ai pas mangé, mais si mon enfant a mangé, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si nous occupons ces enfants, et si nous sauvons ces enfants, ça sera à l'honneur du pays. Parce que je peux ramener nos confrères chercheurs dans la... nos frères chercheurs, s'ils peuvent lire un peu l'ouvrage sur l'opération Shot Cats et l'opération Non Paye Pas Zahir, sont des opérations qui sont en train maintenant de s'accomplir. Je les appelle à lire, parce que le contenu, ils en connaissent, sont scientifiques. Et si les historiens pouvaient nous aider à interpréter ça à la population, vous allez comprendre que les cibles sont les enfants. C'est-à-dire quand la génération montante seront terminées, vous allez trouver que personne a la capacité de l'honorable tel. Personne de ces enfants a la capacité du maître tel, ou de l'inspecteur tel, ou du général tel. Parce que nous sommes en train de perdre la culture des générations. Ces enfants là-bas sont en train de fuir les écoles. Et là, ils nous ont montré à tuer. Ils ont donné aux enfants l'arme. Ils ont appris à l'enfant à manipuler l'arme à feu. Or, l'enfant a besoin d'étudier. Plusieurs opérations sont déployées dans ces zones. C'est pourquoi je parle de catastrophes. Maintenant, comment recycler ces enfants? Oui, c'est ça aussi. Comment sauver ces enfants? Si nous attendons l'aide de l'UNICEF, de l'UNACER, nous allons échouer. Mais tout Congolais citoyen de son état, chef de service, un peu de riz comme ça, le riz là, ils vont manger seulement le même jour et demain, le lendemain. Imaginez-vous le petit colis que PAM apporte ou INASER apporte aux réfugiés. Ces petits colis là-bas, est-ce qu'ils vont construire une ration? La ration est calculée comment? On ne sait pas. Est-ce que c'est journalier? Est-ce que c'est chaque jour? Tout ça. Bon, tout ce qu'ils font, c'est juste des tournures qui viennent accomplir la mission de l'opération Shot 4. Mais maintenant, je voudrais réveiller un Congolais, serviteur de Dieu qu'il est, artiste qu'il soit, joueur qu'il soit, vos fanatiques sont en difficulté, venez en aide. Il y a un numéro Vodacom que nous allons mettre à la disposition de tout le monde. Tout le monde qui se sent qu'il est congolais, il pourrait nous localiser, il pourrait apporter son aide, parce que dans le programme de septembre, ce n'est pas seulement le président de la République qui doit aider, ce n'est pas seulement le député qui doit aider, ce n'est pas seulement le UNICEF qui doit aider, les humanitaires qui doivent aider, mais nous tous sommes chrétiens parce que nous avons l'amour, nous sommes indivisibles, nous devons apporter l'aide à tout moment et à tout instant. Et quand nous respirons, nous remercions Dieu. Et quand il faut venir en aide, pensez à ceux-là aussi qui sont en difficulté. Donc ces enfants à l'Est ont un problème sérieux. Merci beaucoup. Je crois que nous tendons vraiment vers la fin de cette émission. Mais avant que je revienne à mon invité pour la conclusion de tout ça, nous allons d'abord passer à la page rose. La page rose dès ce matin, Obed Mandunzu, un peu rapide pour la page rose dès ce matin. Nous avons une famille, une mère, son fils et le mari
Les trois sont tous nés au mois d'août. Bienvenue Douangissa le 1er août et Believe Douangissa plutôt le 15 août. Maintenant, c'est la maman, c'est Ghislaine Ouattara Douangissa le 20 août. Joyeux anniversaire à vous. C'est ma copine, hein, Ghislaine Ouattara. On est toujours habitué d'appeler Macho. Hein, Macho, joyeux anniversaire à mon fils Believe Douangissa et papa, bienvenue Douangissa, de longue vie à vous, mon fils chéri, longue vie à vous aussi, notre papa, bienvenue Douangissa et maman Ghislaine Ouattara. Nous passons maintenant, nous passons aussi à deuxième page rose, c'est qui? C'est Lesline Kafouti. Lesline Kafouti, aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. Profite bien de ta journée, Lesline Kafouti, de la part de Pichou Mayimbi. Merci, longue vie à toi, ma petite fille. Merci beaucoup, notamment vraiment vers la fin de cette émission, parce que à la télévision, c'est toujours l'heure. C'est toujours l'heure. Après, ici, on a encore d'autres programmes à diffuser. Mais avant de clôturer, nous allons faire un petit synthèse pour la bonne compréhension des noms téléspectateurs. Mais c'est Onganzi. Onganzi. Oui. C'est vraiment, il faut toujours s'habituer avec moi. Onganzi. Oui. Un petit synthèse pour nos téléspectateurs. En fait, dans la synthèse, nous avions parlé de l'existence du catastrophe. Oui. Nous avions défini la catastrophe de deux façons, une catastrophe naturelle et une catastrophe anthropique. Et les tout nous ont attaqué dans la partie Est, comme notre sujet l'a souligné. Oui. Et en conclusion, nous avions demandé l'audience avec les autorités politico-administratives qui connaissent audience, afin que l'on rende public la problématique, parce que ça fait l'objet des nécessités urgentes. Et Madame la ministre de l'Éducation nationale, le projet d'arrêté est sur sa table maintenant. Nous demandons sa clémence en qualité de maman et avoir compassion à faveur de ces enseignants, mécaniser même ces enseignants qui sont en difficulté. Et à son Excellence le ministre de l'Intérieur, je souhaiterais échanger avec lui à fond quant à ça, parce que ça retombe dans le cadre de la décentralisation. Et à la présidence, j'aurais souhaité réellement échanger par rapport à l'amélioration sur la gratuité de l'enseignement à travers le programme d'alimentation dans les écoles. Je souhaiterais réellement échanger à fond avec la présidence pour certaines solutions, parce que cette gratuité a été réussie à 100%. Ma communauté, à tout le temps, quand vous trouvez une vieille maman, dit non, c'est lui-là qui a accepté la gratuité, c'est celui-là, votez-le pour moi, vous voyez un peu ça. C'est quelque chose qui a fait du bien. Alors aujourd'hui, avec notre organisation, avec notre capacité, si on pouvait juste avoir audience avec son Excellence, ça ferait plaisir et à l'honneur national. Par rapport aux chrétiens, et surtout les chrétiens. Le chrétien. Je parle des églises de réveil, et surtout les églises protestantes, le catholique et consorts. Vous avez des activités d'apostolat. Vraiment. Nous voulons nourrir. Je souhaiterais qu'un artiste, un révérend pasteur se dit, je prends en charge un programme d'alimentation pour 10 écoles. Vraiment. Ça, par exemple. Je prends en charge un programme d'alimentation pour 20 écoles. Sur les 10 000 écoles,
nous aurions sauvé 5 millions d'enfants dans une seconde. Aussi, il y a des Fally, des ils peuvent aussi le faire. Sont leurs fanatiques. Vraiment. Vous voyez un peu ça. Et chacun se dit, je serai Fally. L'enfant dans sa prospérité, oh, je serai Ipupa. Je serai Kofi. Vous voyez un peu ça. Je serai Moïse Mbia. Ils sont visibles. Leur soutien, leur appui à cette activité volontaire pourrait juste aider le pays à aller en avant. Et là, le gouvernement pourrait les remercier. Et je ne clôturerai pas sans présenter le comité de pilotage dans les provinces. Une fois nous sommes au Nord Kivu, là, on peut facilement contacter Manegabe Muzuka Rodrigue. Manegabe Muzuka Rodrigue, son numéro c'est 09 91 27 084 2. Et il y a Madame Soki Espérance. Soki Espérance, Madame Soki Espérance comme adjointe à Monsieur Muzuka. Ce sont eux qui gèrent la coordination du Nord Kivu. Son numéro c'est 097 72 75 456. Aussi de Kivu, nous avons M. Baizire Chikuru Benoît comme coordinateur. Et son numéro c'est 82 30 16 845. Nous avons comme adjoint Machozi Nyamo Charlotte, c'est une dame. Son numéro c'est 099 80 13 696. Dans la province du Maniema, nous avons Samba Kanyonga, héritier. Ses contacts c'est 097 37 35 je m'excuse, 097 37 37 073. Et son adjoint c'est Ramazani Ngwalutade. Ramazani Ngwalutade, son numéro c'est 099 59 072 74. Et moi qui suis le coordinateur national. Et surtout vous, votre numéro, il faut beaucoup. 81 71 25 291. Vous pouvez répéter. 81 71 25 291. Voilà, à partir de ces contacts, vous pouvez nous joindre et toute connaissance qui voudrait nous chercher peuvent facilement nous rejoindre à la station, la radio où nous sommes déjà des partenaires. À tout moment, la station peut nous faire part et nous serons disposés pour répondre à toutes les préoccupations sur l'outil de capacité, dans la capacité, la résilience. Comment aider à continuer à aider d'une manière durable et faire participer la population au développement durable. Merci beaucoup par ces mots-là. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission dès ce matin. Mon numéro, ça se trouve là. Si vous avez mal copié le numéro des chercheurs Ongandi, vous m'écrivez sur mon numéro qui se trouve là, plus 243 998 94 87 28. Merci beaucoup. Merci à nos autorités des Congo Français Télévision. Merci à toi, Pichou Maïmbi, qui était derrière les caméras. Merci à Obed Manzouzu qui était là-bas à la régie finale. Merci à mon cordon, Dani Mafoula, mon DP solo, Christian Kombi, mon CG, José Baoto. Merci à vous tous qui sont mes confrères et consoeurs de la Congo Français Télévision. Si notre Seigneur Jésus-Christ ne revient pas ce matin, nous allons nous retrouver encore le jeudi. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Bye.